من هناك من أكادير هكذا. هاي سيدي تفضل. السلام عليكم. أستاذ حسن زيكرو جامعة ابن زهر أكادير المغرب. Avant de commencer, je remercie infiniment le comité d'organisation de cet événement. Mon intervention va porter un petit peu sur la guerre, ou bien exactement le philosophe guerrier Chilich. Il paraît un petit peu que c'est une forme idiomatique contradictoire, c'est-à-dire une expression paradoxale, parce qu'on peut poser la question comment peut-on justifier la liaison de la philosophie à la guerre, à savoir que la philosophie est un discours critique, est un discours, si vous voulez, d'amitié, est un discours logique, et ainsi de suite. La philosophie, c'est autre chose. Alors que la guerre, c'est la foudre, c'est la fumée. Comment peut-on faire cette liaison? Justement, le philosophe guerrier est un terme qu'on utilise parfois au sens un petit peu paradoxal, à savoir qu'il y a une grande différence entre le philosophe guerrier, Chilich, comme on peut le voir, et aussi entre le guerrier philosophe. Il y a une grande différence parce que lorsqu'on dit guerrier philosophe, il s'agit bien d'un roman qui traite la question d'un prince qui s'intègre dans une société au niveau de la fiction. On trouve même le guerrier philosophe, on entend chez un grand auteur roman qui s'appelle Marcos Marc Aurèle, qui a écrit un ouvrage intitulé Penser à moi-même. C'était un empereur, un soldat, un guerrier, et il fait la guerre, et en même temps il écrit son discours philosophique. À la fin, il a mentionné cet ouvrage sous le nom de ce qu'on appelle Penser à moi-même. On trouve même Paulo Coelho qui a écrit un ouvrage intitulé Le guerrier de la lumière. Il s'appelle le guerrier sage. Je ne sais pas comment un guerrier peut être sage. Warriors of Light. Là, il a inspiré de Nietzsche, presque toutes les idées de Nietzsche, il les a intégrées dans son ouvrage intitulé Le guerrier sage. Pour moi, le philosophe guerrier Chilich, c'est autre chose. Parce que Nietzsche a vraiment fait la guerre, a participé à la guerre de en 1870, mais en tant qu'en sauveur, en tant qu'ambulancier. C'est-à-dire, il a vécu la guerre entre les Allemands et les Français, mais c'était en tant qu'ambulancier. Une personne, un infirmier, un ambulancier qui sert les dégâts et tout ce qui se passe au niveau de la guerre. Mais il n'a jamais été un vrai guerrier. Mais on peut poser la question, qu'est-ce qu'un guerrier? Chilich, un guerrier, on trouve le mot à travers, ou bien avec un sens explicite, un terme explicite, lorsqu'on parle de ce qu'on dit, lorsqu'on parle de guerrier. On trouve le guerrier et la guerre. Le guerrier et la guerre, par exemple dans Zarathustra, lorsqu'il parle des guerriers, il réserve tout un chapitre pour parler de la guerre. Ou bien on trouve des expressions qui ont presque le même sens. Par exemple, je tire sur la morale, je détruis les idoles, et la philosophie du marteau, c'est un signe qu'on peut désigner comme la guerre. Donc, la guerre se fait pour Nietzsche, à travers des différentes expressions. Mais, généralement, qu'est-ce que la guerre chez Nietzsche? Nietzsche ne parle pas de la guerre à poudre, la guerre à fumée, la guerre avec des armes, parce qu'il y a une grande différence entre le guerrier et le soldat. Nietzsche mentionne, même dans Zarathustra, un soldat, c'est quelqu'un qui travaille sans raisonner, c'est quelqu'un qui travaille pour d'autres objectifs, il est guidé. Ce n'est pas quelqu'un qui a une volonté de puissance, parce que normalement, lorsqu'on va parler de la guerre, on doit faire une distinction entre guerrier, un homme qui est libre, parce qu'un guerrier, même lorsqu'il parle de la liberté, il définit l'homme libre est un guerrier. Donc il ne s'agit pas d'un soldat, comme l'a fait déjà Marcos Aurelius. Il s'agit aussi de parler de ce qu'on appelle celui qui est un guerrier de nature, et lui-même c'est un philosophe guerrier. Mais il faut distinguer entre le guerrier et celui qui fait la guerre. Faire la guerre, c'est la guerre à primer. Alors que Nietzsche, il est contre la guerre au sens traditionnel, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'esprit de militarisme. Nietzsche, il dit dans une citation, je conseille la guerre. C'est bizarre. Je conseille la guerre, mais non pas entre les peuples. Je conseille la guerre, non pas entre les classes. Je conseille
c'est la guerre entre montée et déclin. Ici, on peut penser au terme, ou bien au concept fondateur de la philosophie qui est la décadence. C'est-à-dire la vie. Dans la vie, il y a la montée, il y a le déclin, الصعود والنزول. Donc il faut toujours chercher, avec la volonté de puissance, un certain dépassement. Et cela, ici, on peut bien comprendre la philosophie de Nietzsche en tant que guerrier lorsqu'il parle de ce qu'on appelle le surhomme. Le surhomme, c'est une phase, c'est une stade. Il faut combattre contre le dernier homme, c'est-à-dire le christianisme, et contre l'homme supérieur, c'est-à-dire l'homme moderne, pour arriver à ce qu'on appelle le surhomme, qui est l'enfant. Et là, il va parler même des équilibres de la guerre. Donc lui, il distingue entre un guerrier, un philosophe guerrier, et un soldat qui se cache derrière ses outils, derrière ses armes pour faire la guerre à poudre. Donc il y a cette différence. Mais qu'est-ce qu'un philosophe guerrier? Toujours la question se pose là. Un philosophe guerrier chiche, c'est quelqu'un qui a d'autres. C'est un philosophe. Un philosophe, on sait bien, un philosophe, lui, c'est un philosophe de ce qu'il s'appelle, pour lui-même. Il accepte le terme d'esprit libre. Il dit je suis un esprit libre parce qu'il est contre ce qu'on appelle les penseurs libres, à savoir les trois métamorphoses de Nietzsche. On passe le christianisme, c'est-à-dire le chameau vers le lion, dans le moderne, vers le surhomme, qui est le postmodernisme. Donc avec Nietzsche, on pose la question quelles sont les caractéristiques justement d'un philosophe guerrier. Nietzsche, il parle lui-même, il dit « Je suis guerrier de nature, je suis guerrier » dans Ecce Homo. Ecce Homo, c'est une autobiographie de Nietzsche, c'est ce qu'on appelle la diadia de Nietzsche. Il parle, il dit « Je suis guerrier de nature ». Mais ma pratique de guerre se fait à travers 4 règles. Donc il y a 4 règles pour pratiquer la guerre, pour lui. La première des choses qu'on peut retenir, c'est le principe d'égalité. C'est-à-dire, je ne combats aucune personne qui n'est pas égale à moi-même. C'est-à-dire le principe d'égalité. Si jamais il y a une personne faible, je ne peux pas mener une guerre. S'il est plus fort que moi, je ne peux pas mener une guerre. Et c'est là lorsqu'il dit qu'il faut éviter de combattre les monstres parce qu'on devient monstre. Il faut faire attention. Il ne faut pas combattre les monstres parce qu'on devient monstre. Alors, à travers ce principe de guerre, on a vraiment 4 règles. Première règle, c'est premièrement ne combattre ou bien je ne fais la guerre qu'avec ce qu'on appelle les choses, oui, par des choses ou bien des personnes victorieuses. Les personnes victorieuses, c'est-à-dire qui sont déjà fortes. Moi, je ne combats pas, c'est vraiment les faits. Et on connaît bien la distinction où chaque fois Nietzsche mène entre la morale des faibles et la morale des faibles, ou bien la morale des esclaves, et la morale des forts, ou bien des aristocrates. On va revenir sur son critique sur le christianisme, parce que lui, lorsqu'il critique le christianisme. Mais avant de passer à ces règles-là, je dois, premièrement, au titre de ce qu'on appelle la justice, je dois mentionner que Nietzsche, ce n'est pas un apologiste de guerre, parce qu'il ne glorifie pas la guerre. Mais ce n'est pas quelqu'un qui invite à la guerre, au sens traditionnel, au sens connu, au sens commun. La guerre, ce n'est pas un philosophe belliqueux. Il y a le bellicisme, mais la guerre d'une autre manière. Donc je reviens, le premier principe, il dit il faut, au niveau de la guerre, je ne fais la guerre qu'avec les personnes victorieuses, c'est-à-dire je ne combats pas les faibles. C'est très bien. On pense ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et Gaza, et c'est à bonne interprétation de justifier après. Un peuple faible, un peuple fort, un homme faible, un homme fort, donc je ne combats pas les faibles et je ne combats pas les monstres. Et je pense ici à la citation de Goethe lorsqu'il dit les sages tombent dans l'ignorance dès qu'ils disputent avec les ignorants. Je combats une personne d'une autre manière, le faible pour moi, ou bien qui n'est pas tout à fait ça, je deviens comme lui. Donc il faut éviter ce genre de guerre. Deuxièmement, je ne cherche jamais d'alliés, et c'est là qui m'intéresse. Ce principe me paraît très important avec Nietzsche. Je ne cherche pas d'alliés lorsque je mène une guerre. Vous savez ce que ça veut dire les alliés? Vous voyez, je ne l'ai pas. Je suis solitaire, parce que Nietzsche défend toujours le solitaire. Je suis solitaire, je suis seul, je combats seul. Je pense ici à lorsque nous étions des enfants, et ici je pense vraiment en tant que ce qu'on appelle le sort en tant qu'enfant, lorsque je fais la guerre,
seule. Aujourd'hui, on pense pourquoi? Parce que Nietzsche, il est contre ce qu'on appelle la morale de troupeau, la morale des esclaves, ce qu'on appelle les apôtres. Et c'est ce qu'il va faire lorsqu'il parle de ce qu'on appelle les cicadeurs, les apôtres, c'est une tradition du christianisme. Alors lui, il méprise le christianisme, et lorsqu'il attaque le christianisme, il attaque la morale de troupeau, c'est-à-dire Hawariyu. Lorsqu'il a écrit Homo, c'est justement pour mépriser le christianisme, non pas le christianisme en elle-même, mais le christianisme pour autre chose. Donc il faut pour lui, le deuxième principe, pas d'alliés dans la guerre. Troisième principe, je ne combats jamais, je ne mène pas de guerre jamais contre les personnes. C'est-à-dire, je combats la personne pour moi, c'est un moyen, c'est un temps pour passer à autre chose. Il y a l'exemple de David Strauss, parce que tout à l'heure, notre professeur parle de ce qu'on appelle, ce n'est pas les considérations inactuelles, c'est les considérations inactuelles, le premier ouvrage de ces considérations, c'est ce qu'on appelle David Strauss, écrivain, secrétaire ou écrivain. Alors lui, il critique non pas la guerre de Minsk, parce que le genre d'ouvrage est réservé déjà à ce qu'on appelle les interprétations de la guerre de Minsk, de 1870. Qu'est-ce qu'il attaque? Il attaque les conséquences néfastes de la guerre. Non pas la guerre en elle-même, mais les conséquences. Parmi ces conséquences, la création d'un terme très dangereux qui s'appelle le philistinisme. Le philistin, on est beau parce qu'on parle de la culture. Donc lui, lorsqu'il mène une culture contre cette personne qui s'appelle David Strauss, c'est pour justement critiquer non pas David Strauss en tant que personne, mais en tant que culture, une culture de dégénérescence, une culture de ce qu'il appelle du mulet, une culture à al-hajina, c'est-à-dire lorsqu'il y a la guerre entre la France et l'Allemagne, parce que l'Allemagne est vaincante, mais on a une culture des Philistins. Qu'est-ce qu'un Philistin? Un Philistin, il s'oppose contre l'artiste. L'artiste, c'est une culture noble, mais avec un Philistin, c'est un intellectuel, entre parenthèses, de guerrier, de la guerre, qui défend la guerre. Donc on a vu le troisième principe. Le quatrième principe, c'est quoi le quatrième principe? Si je n'attaque pas les personnes, parce que par exemple, lorsque lui, il mène une guerre durant toute sa vie contre le christianisme, et il prépare, je vous l'ai dit, c'est très important, parce qu'il a emprunté de l'islam une idée qui s'appelle langue virile, ou rijal. Lorsqu'il parle de l'Antéchrist, il a réservé toute une guerre contre le christianisme, non pas le christianisme en tant que religion, mais en tant que décadence. Je parle bien de décadence, c'est ce qu'on appelle le féminisme de christianisme. Alors lui, lorsqu'il dit, il dit l'islam, parce qu'ils sont très importants, parce qu'on classe toujours Nietzsche, c'est un philosophe athée, un philosophe de l'impisme qu'on appelle Mouhid, etc. Mais non, lui, il a une idée sur l'islam, mais l'islam de l'époque, l'islam de la civilisation morte. Qu'est-ce qu'il dit? L'islam a une raison de mépriser le christianisme. Ce christianisme qui nous a frustré la moisson de la civilisation morte, la civilisation des gens virils. Je l'ai dit, si vous voulez, au arabe, l'islam له الحق في سحق المسيحية التي حرمتنا من زبدة مولانا مسلم زبدة الثقافة الأندلسية ثقافة وحدة الرجال. Lui, malheureusement, sur les plus l'islam d'aujourd'hui, c'est un autre islam. Lui, il a une interprétation parce que je connais l'islam de l'Andalus à l'époque. Même lorsqu'il parle, lui, il dit voilà, j'attaque le christianisme, mais je respecte les hommes qui pratiquent au niveau du christianisme. Je n'ai nous ne sommes pas les ennemis. Alors, en troisième stade, il parle de ce qu'on appelle les frères dans la guerre. Parce que dans Zarathustra, il va parler tout à l'heure de dit hé guerrier, vous êtes mes frères dans la guerre. C'est-à-dire, je vous aime du fond de mon cœur. Mais qui sont ces frères? Nietzsche qui hait et qui déteste et qui méprise tout ce qui est la culture de troupeau, qui n'est pas les apôtres, qui n'est pas la collectivité, c'est un philosophe solitaire. Comment il peut avoir des frères?
Je pense que ce sont les nouveaux philosophes, les esprits libres qui vont paraître après. Ce sont ce qu'on appelle la promotion de la différence. Ce sont les philosophes, c'est Paul Sartre, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Gilles Deleuze et Derrida et autres. Ce sont les esprits libres qui vont continuer. Parce que Nietzsche, malheureusement, ne parle jamais avec l'expression un philosophe. Et c'est pour la première fois, j'ai essayé de chercher partout, sur Internet, je ne sais pas, pour trouver le terme philosophe guerrier, qui est Nietzsche lui-même, mais je n'ai jamais. C'est pour la première fois que j'utilise le terme philosophe guerrier, parce que Nietzsche est vraiment un philosophe guerrier, mais d'une nouvelle nature. Même, hier, j'ai mentionné un terme très intéressant, c'est la relation de l'amour à la philosophie. Parce que, au début de l'amour, il dit la vérité est femme. Et la vérité au sens de Nietzsche. Parce que Nietzsche il est contre la recherche de la vérité au sens métaphysique, contre l'idéalisme. Lorsqu'il attaque, Platon en tant que lâche devant la réalité. Il attaque Socrate il a réservé presque les crépuscules des autres à mener un combat contre les philosophes, parce que ces philosophes, ce qu'on appelle le rationalisme, contre tout ce qui est rationnel, même c'est Descartes, parce que lui, il donne l'importance au concept de la vie. La guerre doit être au service de la vie. Quelle vie? C'est la vie noble, c'est la culture noble. Donc je reviendrai sur l'amour et dit la vérité est femme et n'aimera jamais qu'un guerrier. Alors il veut dire par là, la philosophie n'aimera jamais qu'un guerrier, ce qui est légitime pour moi d'interpréter, de crier le terme philosophe guerrier. Mais lorsqu'il parle de l'amour, il parle en disant: a-t-on prêté l'oreille à ma définition de l'amour? L'amour, dans ses moyens, la guerre. Je dis bien, dans ses moyens, la guerre, dans ses principes, la haine des sexes. هل سأل أحدكم عن تعريف الحب؟ إنه التعريف الوحيد الذي يليق بالفيلسوف. الحب وسيلته الحرب، وهو تعبير عن الحقد الدفين الذي يكنه كل جنس للآخر. ولكم في الأخير الكلمة والتعريف والشكر. أنا اختصرت كثيرا حتى لا أطيل عنكم وربما سنتعلق. Je vous remercie infiniment. Je remercie aussi le comité de l'organisation. Merci.